Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, alors que la dengue sévit en ce moment au pays des hommes intègres, une de nos équipes s'est approchée des personnels de la santé pour comprendre le phénomène. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Les régions du centre et celles des hauts-bassins demeurent les plus touchées par la dengue en 2023. Et pour lutter contre la maladie, les autorités de la santé publique avaient demandé aux populations d'essayer d'éliminer dans leur cadre de vie tout ce qui est pneus usés, les récipients et les lave-mains qu'on n'utilise plus. Il a été également demandé aux différents responsables de services publics et des entreprises d'utiliser les insecticides pour pouvoir diminuer le nombre de moustiques adultes dans leur environnement. Pour en savoir plus sur la dengue, une de nos équipes est allée rencontrer le personnel de santé à l'hôpital Chifra à Ouagadougou. Le dossier signé Habibalaï Bourema. On peut lire quelque part sur les réseaux sociaux des langues indiscrètes qui affirment avec véhémence que la dengue est une duperie de la part d'une certaine classe sociale. Contrairement à ces allégations, la dengue est réelle et a fait plusieurs victimes au Burkina Faso. La dengue, le paludisme et puis la fièvre typhoïde. Avant, j'avais des vertiges, des maux de tête et puis des nausées aussi. Mais quand je suis venue ici, je vois un peu de changement, quoi. Je vomis plus trop comme avant. Les vomissements ont ralenti. Les vertiges aussi. Ça va très bien, puisque avant que je ne vienne là, j'avais vraiment mal. Surtout le dos et puis la tête. Ça me faisait beaucoup mal. Mais maintenant, ça va. Et puis, il y avait des vomissements aussi. Mais ça va maintenant. Avec son personnel bien efficace, l'hôpital Chifra est dans une dynamique de lutte contre la dengue. Il y a également cette autre information erronée qui demande aux malades de la dengue de ne pas se rendre dans les hôpitaux car il n'y a pas de traitement. Mais qu'en est-il réellement? Il faudrait que ces personnes évitent vraiment l'automédication. L'automédication, c'est vraiment fatal parce qu'on voit des gens qui viennent avec des complications rénales. Ceux qui ont utilisé les feuilles de papaye ou de mangue dont vous parlez. Donc, c'est à éviter au maximum. Donc, notre appel à ces gens, c'est de se faire consulter à l'hôpital s'ils ressentent des symptômes vraiment qui tendent vers la dengue ou le paludisme. C'est une erreur de croire que quand on fait la dengue, on ne doit pas aller à l'hôpital. C'est une grosse erreur. Pour toute maladie, il faut consulter. Parce que d'abord, c'est la consultation qui permet de poser le diagnostic, d'évaluer l'état du malade et de décider du traitement à donner. La dengue se présente chez les malades sous plusieurs formes, et des formes qui sont très graves, qui nécessitent même parfois des transfusions sanguines et d'autres moins. Donc il faut faire attention. Et le problème avec ces décoctions dont il est question, c'est que ce sont des produits qui n'ont pas de dosage. Alors, donc ils sont préparés sans des quantités définies et du coup, on ne connaît pas le degré de toxicité de ces médicaments, de ces produits qui sont utilisés là. Et nous retrouvons effectivement des malades qui arrivent et qui font une insuffisance rénale aiguë à cause justement de ces décoctions qu'ils ont consommées, soi-disant pour soigner une éventuelle dengue. Ils sont très mal en point. La dengue et le paludisme sont certes transmis tous les deux par des moustiques, mais sont deux maladies différentes. Le paludisme est une maladie parasitaire, alors que la dengue est une maladie virale, donc produite par un virus. Donc c'est deux maladies complètement différentes. Cette confusion avec le paludisme est une erreur, sinon il n'existe pas de paludisme. Il existe du paludisme et puis la dengue qui est une maladie à part entière. C'est vrai que toutes les deux maladies sont transmises par une piqûre de moustique, mais ce n'est pas les mêmes moustiques et ce n'est pas les mêmes maladies en fait. Le paludisme est parasitaire alors que la dengue est une maladie virale, on appelle ça arbovirose dengue. Le moustique provoquant la dengue est beaucoup plus actif dans la journée et comme tout moustique, il se réfugie dans des endroits malpropres. Pour en finir avec la dengue, il faut d'abord finir avec les saletés. Il faut être très vigilant par rapport à l'hygiène. Ne pas laisser les flaques d'eau, ne pas laisser les caniveaux remplis de détritus ou de choses qui encombreraient, empêcheraient le cours d'eau comme il pleut déjà. L'hygiène, elle est fondamentale.
Pour rappel, selon les données du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons un cumul de 5 907 cas suspects au niveau de la région du centre avec 2565 cas probables et malheureusement 11 décès uniquement dans la région du centre. Retour sur la conférence déroulée au temple évangélique Grâce et Victoire en prélude à la soirée de louanges dénommée Ma reconnaissance, ma victoire. Le groupe de louanges Zamar avec les Chantres Unis de Burkina ont organisé une conférence pour accompagner les chantres dans leur volonté de servir le Seigneur. En effet, une vedette de la musique chrétienne a été invitée depuis le Canada pour venir partager ses expériences avec les chantres. Habibalay pour Emma. En prélude du concert live dénommé Ma reconnaissance, ma victoire, les Chantres Unis du Burkina et le groupe Zamar du Temple évangélique Grâce et Victoire TGV ont organisé une conférence avec les artistes évangéliques le samedi 7 octobre au TGV sous le thème « Chantre, connais ton identité ». Moi j'ai été impacté déjà par la vision. Elle a parlé de la vision. Je pense qu'un chantre qui n'a pas de vision, un chantre qui n'est pas convaincu même de l'appel que Dieu a fait sur sa vie, en ce qui concerne la louange et l'adoration, est déjà en train de passer à côté. Donc la vision et le service que nous devons rendre en tant que chantre à Dieu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir chanter, mais comme je l'ai dit, il faut que nous ayons même reçu la vision de Dieu. Et en recevant la vision de Dieu, il faut même qu'on comprenne aussi la vision de notre leader, de notre pasteur, parce que cela évite les conflits dans les églises. Lorsqu'un chantre ne connaît pas la vision de Dieu, lorsqu'il ne connaît pas la vision que le pasteur a pour la louange et l'adoration, tout cela participe vraiment à des incompréhensions. Je suis plus que satisfait, parce que les échanges ont dépassé mes attentes. Ce à quoi je m'attendais, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'elles ont fait au-delà de ce que nous attendions. Nous avons reçu beaucoup. Le partage d'expérience a été très enrichissant. Et je pense que, comme je le disais dans la salle, c'est du regret aux absents. Et nous espérons que ils pourront se rattraper avec les échanges, les partages que nous aussi, nous allons faire, nous allons relayer à leur niveau pour qu'eux aussi puissent savoir quelques bribes de ce que nous avons appris. Donc, nous avons été satisfaits au-delà de nos attentes. L'objectif de la rencontre, c'est de partager les expériences avec les artistes évangéliques du Burkina. Et notre but, c'est que l'Afrique connaisse son identité propre, son rôle qu'il joue en ce moment. C'est que les Burkinabés prennent position. On sait que l'Église peut renverser les vapeurs. Tout ce qui est tendance en ce moment, sous cette sphère dans laquelle nous sommes, l'Église a un rôle éminent à jouer et les adorateurs ont ce premier rôle à jouer sur la ligne de front. On considère que nous marchons vers la fin de quelque chose, d'une époque, d'une saison. Et l'adorateur a besoin d'être dans un alignement parfait avec la vision de Christ, la vision de l'Église, que nous soyons un comme il est dans le Père. La conférencière a exhorté aux chantres adorateurs de porter dans leur cœur l'intention de Dieu pour eux afin de pouvoir propulser leur identité en tant que vrais adorateurs. Vous l'avez certainement suivi en direct sur nos antennes, la 9e édition du concert Ma reconnaissance, ma victoire, organisé par le groupe Zamar du Temple évangélique Grâce et Victoire. Un concert qui a tenu toutes ses promesses ce dimanche 8 octobre à Eden TBI. Moments de louange et d'adoration ont marqué cette soirée durant laquelle un focus spécial a été fait sur CVK LVD à travers une collecte de fonds pour soutenir les activités de votre média. Moïse Kinda, Delphine Banissi pour les détails. Des cris de joie, des pas de danse à la gloire de l'Éternel, nous sommes à Eden TBI à l'occasion de la 9e édition du concert dénommé Ma reconnaissance, ma victoire, organisé par le groupe Zamar du Temple évangélique Grâce et Victoire.
Invitée spéciale de ce 9e acte, la chanteuse Maggie Blanchard, venue du Canada, salue cette œuvre qui sonne l'unicité pour la cause du Seigneur Jésus. Cette édition s'est voulue particulière avec un clin d'œil spécial fait à CVK LVD qui a été victime d'un incendie le 13 mars 2023. Concert d'action de grâce et prière, mais aussi collecte de fonds ont fait bon ménage à cette soirée. Fondateur délégué du Centre international d'évangélisation et promoteur de la télévision Impact TV, le Dr Mamadou Philippe Karambiri, hôte de l'événement, prône par son acte l'entraide et le soutien mutuel dans le corps de Christ. À cette soirée, en plus de la louange, actions de grâce et requêtes ont été adressées à l'Éternel pour la vie des élèves et étudiants. Aussi, le Burkina Faso a été une fois de plus présenté au Seigneur pour un retour de la paix dans la nation. Notons qu'au-delà de cette soirée, les dons et contributions sont toujours attendus afin de permettre à votre télévision CVK LVD de reprendre de plus belle son envol.
Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous, la question des financements et des conditions strictes d'octroi des prêts pour les pays en difficulté au cœur des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui se déroulent actuellement au Maroc. Après une absence de 50 ans sur le sol africain, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent actuellement au Maroc. Au cœur de ces réunions, notamment la question des financements et les conditions strictes d'octroi des prêts pour les pays en difficulté. Le FMI se mobilise également. Entre 2020 et aujourd'hui, le fonds a fourni environ 80 milliards de dollars par le biais de programmes de financement d'urgence et d'allocation de DTS, la dette potentielle. 6 pays ont également bénéficié d'accords approuvés dans le cadre de la facilité de résilience et de viabilité nouvellement lancée, dont le dernier en date est le Maroc. La crise de la dette de certaines économies africaines était également au centre des discussions. Selon le FMI, en 2022, la dette publique en Afrique subsaharienne a atteint 56% du PIB. Les chiffres suggèrent qu'il y a un problème de viabilité de la dette. C'est à ce moment-là qu'il faut discuter des questions de restructuration de cette dette. Et c'est à ce moment-là que l'on entame ce genre de discussion. Je ne suis pas sûr qu'il existe une solution globale d'annulation de la dette. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de se concentrer sur chaque pays, d'examiner les chiffres et d'essayer d'y faire face. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, 22 pays africains présentent un risque élevé de surendettement ou l'ont déjà atteint, comme le Ghana, la Zambie, le Malawi et le Tchad. La chef de l'Organisation internationale pour les migrants appelle à traiter les migrations comme un outil. Elle prône le développement par les pays de route légale de migration pour éviter que les migrants ne soient exploités et qu'ils bénéficient de protections nécessaires. La nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, agence spécialisée de l'ONU, a appelé mardi à Addis Abeba à ne plus traiter les migrations simplement comme un problème à résoudre, mais plutôt comme un outil de développement économique. Trop souvent, on parle de migration comme un simple problème à résoudre. On se concentre sur la souffrance humaine, sur la gestion des frontières. Mais l'important est d'identifier la migration comme étant un outil libérant du potentiel humain qui va favoriser le développement économique et ce, en veillant à ce qu'il y ait des moyens plus ordinaires pour que ces personnes accèdent à des opportunités. Amy Pope prône le développement par les pays de route légale de migration pour éviter que les migrants ne soient exploités et qu'ils bénéficient des protections nécessaires. Un grand nombre d'Éthiopiens passent par le Yémen pour se rendre dans les États du Golfe car il y a des perspectives d'emploi. Nous devons nous assurer que la question de leur protection est au centre de toutes nos actions en faisant ressortir le caractère humain des visages, des histoires, des expériences des personnes qui partent et de ce qu'elles vivent. Conflits, pauvreté, développement inégal, impact croissant du changement climatique sur les communautés vulnérables sont autant de critères qui ont fait de l'Afrique une priorité de l'OIM, selon Amy Pope. Pas de lumière au bout du tunnel dans le conflit israélo-palestinien. Le bilan s'alourdit 4 jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Et les experts admettent qu'une solution diplomatique est actuellement un mirage. Ils appellent à une plus grande implication des pays voisins. Le conflit entre Israël et le Hamas a atteint des niveaux sans précédent à la suite de l'attaque sur le territoire israélien le week-end dernier. Et il n'y a aucune lueur d'espoir à l'horizon pour la population locale. La diplomatie les a abandonnés depuis des décennies et les experts reconnaissent qu'il est extrêmement difficile de trouver une solution. Toute solution éventuelle impliquera nécessairement des médiateurs internationaux. L'Union européenne et les États-Unis négocient sans succès depuis des années. Selon les experts, il faut accorder un rôle plus important aux pays voisins. When we talk about mediating now in terms of how to reduce violence, reduce humanitarian suffering. Certainly Egypt and I presume Qatar are playing important roles in this regard because of their ability to talk to both sides, both Israel and Hamas.
You need the United States, you need the European Union, but definitely you need the regional powers, Egypt, Jordan, the UAE, Morocco, Bahrain. But you need also new players. And let's not forget, Saudi Arabia put on the table in 2002 the Saudi initiative that was translated into the Beirut Declaration for peace in exchange of, or normalization for exchange of full peace with the Palestinians. I think this is still there on the table. Beaucoup estiment que Bruxelles et Washington ont leur part de responsabilité dans l'état actuel des choses. Il est essentiel qu'ils tirent des leçons des erreurs. Israel has been entrenching its occupation, moving towards formal annexation of Palestinian territory, and entrenching what is increasingly described as apartheid. There has been very little reaction from the European Union, from the European governments, from the US about this issue. This has been neglected and abandoned for years when this situation was festering. And we need to think what context, what condition empowered the most extreme in the region or in this conflict, instead of trying to empower those who want to live in peace. Départ des premiers soldats français du Niger et pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé la suppression de leur aide au pays. Les premiers soldats français ont quitté le Niger dans un convoi sous escorte locale, alors que les États-Unis ont annoncé la suppression de leur aide à ce pays dirigé depuis fin juillet par un régime militaire. Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens dès leur arrivée au pouvoir, et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens, dont environ 1000 à Niamey et 400 sur 2 bases avancées dans l'ouest, à Oualam et Tabaré-Baré, au cœur de la zone dite des 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Les États-Unis, qui comptent quant à eux quelques 1100 soldats dans le pays et une importante base de drones à Agadez, ont formellement qualifié la prise de pouvoir par les militaires du 26 juillet de coup d'État et annoncé en conséquence la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de La Famille.